Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une grande série sur ma chaîne. Je vais relire tout Kingdom depuis le début et faire une vidéo arc par arc. Le concept est inspiré des One Pieceology du chef Otaku. J'espère que l'idée va vous plaire et que vous allez kiffer cette grande aventure. La vidéo sera donc sur le premier arc de Kingdom, la rébellion de Seikyu, qui dure du scan 1 au scan 47, soit du tome 1 jusqu'au milieu du tome 5. La vidéo spoilera pas au-delà, donc si vous êtes après le tome 5, vous pouvez rester. Sur ce, commençons. On va commencer par un petit résumé de l'arc. Shin et Yu, deux esclaves, se sont promis qu'ils allaient devenir des grands généraux. Mais un jour, un haut gradé du palais royal demanda à Yu de venir avec lui. Un mois plus tard, une rébellion éclate au palais royal. Seikyu fait un coup d'état pour prendre le trône à son demi-frère aîné, Heisei. Yu meurt durant le coup d'état car il avait été choisi pour jouer la doublure du roi. Shin, fou de rage, retrouve son meurtrier et le tua. Il se mit du côté de Heisei, mais à contre-cœur, car c'est de la faute à ce dernier que son meilleur ami était mort. Il fit aussi la rencontre de Karyoten, un jeune homme des montagnes, orphelin. Ils partirent chercher de l'aide auprès des habitants des montagnes. Ces derniers acceptèrent l'alliance et suite à cela, ils se dirigèrent en direction de la capitale Kanyu. Après de durs combats, et grâce à l'aide des hommes des montagnes, Sei réussit à reprendre son trône à Seikyu et ce dernier finit en prison. Cet arc est vraiment incroyable, je ne me rappelais plus à quel point Hara arriva à nous plonger dans l'œuvre dès le début. L'arc est réussi, et c'est sans doute l'un des meilleurs premiers arcs parmi tous les mangas que j'ai lus. On peut voir dans cet arc les deux thèmes les plus importants dans Kingdom, la guerre et la politique, qui sont les deux faces d'une même pièce. On arrive à être plongé dans l'œuvre dès le scan 1, grâce à la mort de Yu. En un seul scan, Hara arrive à nous faire ressentir de fortes émotions, tout en nous faisant comprendre que Kingdom allait être un manga où l'auteur n'aura pas peur de faire tuer ses personnages. D'ailleurs, les combats dans Kingdom sont dès le début très bons et bien construits. On voit Shin faire ses premiers combats à mort et évoluer au fil des combats. Après la mort de Yu, Shin fait la rencontre de Heisei et se rend compte que ce dernier est le roi de Qin, mais n'a plus accès à son trône à cause d'un coup d'état. Il comprend assez vite en le voyant que c'est le portrait de Yu et que ce dernier a été invité au palais royal pour servir de doublure au roi, en cas de coup d'état. Mais Sei arrive à convaincre Shin de l'aider en lui disant que Yu était mort pour lui et que s'il mourait, son sacrifice n'aurait servi à rien. Il rencontre ensuite Karyoten dans un village de voleurs. Maintenant, parlons du coup d'état et de pourquoi il a commencé. Heisei est le roi légitime de Qin car c'est l'enfant de Suju, le roi précédent, et d'une danseuse. À cause de la profession de sa mère, la liaison entre eux avait été secrète et Seikyu, l'autre enfant du roi et d'une femme noble, pensait qu'il était l'héritier, jusqu'à ce que Heisei arrive au palais royal. Mais Seikyu était une personne imbue d'elle-même et qui pensait que ceux qui n'avaient pas un sang pur ne pouvaient gouverner. Il méprise au plus haut point les gens pauvres et tous les gens qui n'ont pas de pure origine de nobles. Il déclenche le coup d'état avec l'aide du chancelier de gauche, Ketsu. Ils veulent tuer Heisei et faire maquiller ça en rébellion et mettre la faute sur Ryofui. Ce dernier est le chancelier de droite du pays. Il était marchand, mais grâce à son talent, il réussit à se hisser au poste de chancelier. Il réussit à placer Shuju sur le trône alors qu'il était le dernier d'une famille de 20 personnes, grâce à de nombreux pots de vin. En plus de vouloir tuer Heisei, Seikyu veut aussi tuer Ryofui. Ryofui de son côté fait genre qu'il n'est pas au courant de la rébellion de Seikyu pour que ce dernier tue Sei. Après cela, il dirigera son armée contre Seikyu en dénonçant le coup d'état de ce dernier. Toute la famille royale pourrait perdre la vie dans cette bataille et du coup, le peuple choisira Ryofui comme souverain. Maintenant, voyons comment Sei a réussi à reprendre le trône et grâce à qui. Les personnes qui ont contribué à la reconquête du trône de Sei sont Shobun-kun ainsi que ses hommes. Shobun-kun a toujours eu confiance en son roi et était prêt à le suivre n'importe où. Il y a aussi Shin qui l'a beaucoup aidé en tuant plusieurs assassins, dont Jokan, celui qui a tué Yu. Lors de son combat contre lui, Shin faisait son premier combat à mort. Il a aussi tué Muta, un assassin qui venait d'une tribu appelée Bessa, puis vint son combat le plus difficile, contre Sachi, autoproclamé l'homme le plus fort du monde. Il faillit tuer Eki, car ce dernier l'avait attaqué dans le dos, mais il réussit à s'en sortir, et Shin le tua après un très bon combat. Mais les personnes qui ont le plus contribué à la victoire sont les hommes des montagnes. Avant de parler de l'alliance Seiyo-Tanwa, parlons de la première alliance qu'il y a eu entre hommes des montagnes et Qin, il y a 400 ans. Bokuku était l'un des rares seigneurs bienveillants de l'histoire chinoise. Il aimait les gens du fond de son cœur et montrait le même niveau de respect qu'il s'agisse d'un noble ou d'un prisonnier ennemi. Il était le roi de Qin. Après une bataille, le cheval de guerre de Bokuku a été tué et mangé par une tribu sauvage des montagnes. Le roi, au lieu de punir les sauvages, offrait un liqueur qui allait bien avec la viande de cheval. Avec cet acte bénin, il a gagné leur respect et a réussi à former une alliance. En guise de remerciement, les montagnards lui ont construit une escapade estivale. Quelques années plus tard, le roi de Qin aida un état durant la famine, alors qu'ils étaient en guerre contre eux. Sauf que l'année d'après, Qin fut touché par la famine, mais au lieu de leur venir en aide, l'état ennemi attaqua Qin. Heureusement, 300 hommes des montagnes sont venus en aide à l'état de Qin. Ils réussirent même à capturer le roi ennemi. Après la mort du roi Bokuku, l'alliance entre Qin et les hommes des montagnes romput, car la plupart des habitants de Qin détestent les hommes des montagnes, car ils les considèrent comme des sauvages. Le roi avait tellement touché les habitants des montagnes que pendant 400 ans, ils se mirent à vénérer comme un sanctuaire l'un des anciens lieux de repos du roi. Ils l'entretinrent tout ce temps. Bref, reparlons du présent. Lorsque Shin, Sei,
Ten et Eki se firent capturer par les hommes des montagnes pour leur demander de l'aide, Sei réussirent à convaincre le roi des montagnes, Yotanvoa, de leur venir en aide et en lui disant son rêve, qui était d'être le premier roi à unifier la Chine. On vit à ce moment que Sei n'était pas un roi comme les autres et qu'il avait des ambitions démesurées, mais il était sûr de lui, en disant même que ce n'était pas qu'un simple rêve, mais son destin. On vit aussi une grande éloquence de sa part pour convaincre ces derniers de les rejoindre. Passons maintenant à la reprise de Kanyu. Sei, ainsi que Yotanvoa et son armée, étaient au nombre de 3000, alors qu'en face, il y avait 80 000 soldats. Heureusement, Shogun-kun avait un plan, qui était de se faire passer pour des hommes des montagnes, puis leur dire qu'ils étaient venus pour être leurs alliés, car Ketsu avait besoin de beaucoup plus d'alliés pour vaincre Ryofui et ses 200 000 hommes. Grâce à cela, ils introduirent Kanyu facilement, mais seulement 50 soldats, dont 40 hommes des montagnes et 10 hommes des plaines, ont pu avancer proche du palais royal. Au moment où les hommes du palais royal leur ont dit de poser les armes, ils se sont mis à les attaquer. Le combat pour la reprise du trône de Sei commença. À ce moment-là, on vit les compétences de leadership de Sei et on se rendit compte qu'il était vraiment fort pour motiver ses troupes. Il arrive à galvaniser tous ses alliés. Shin, de son côté, réussit à vaincre Saji, battre Renkai avec l'aide de Bajo et d'autres hommes des montagnes. Tous les hommes du palais royal ont fui après cela et laissé Seikyu seul. Shin lui expliqua qu'il n'avait rien pour être un bon roi, qu'il était juste un lâche, qu'il ne savait rien faire seul et que les seules personnes qui le suivent le font par intérêt ou par peur, et que personne ne le soutient pour ce qu'il est. Personne ne serait prêt à sacrifier sa vie pour lui. Cela s'explique car Seikyu est imbu de sa personne et pense que les gens sont classés en fonction de leur sang, et que les gens qui n'ont pas le sang pur et ne sont que des roturiers ne sont que des pourritures. Il pense qu'il mérite bien plus que Sei car sa mère n'est qu'une vulgaire danseuse. Il dit qu'il y a une race des seigneurs et qu'ils sont bien supérieurs aux autres, mais c'est cela qui lui causa sa perte. Quand il se retrouva nez à nez avec Sei, ce dernier lui planta son épée dans la main, puis le mit KO. Maintenant, parlons d'un personnage auquel j'ai omis ses apparitions, car c'est un vrai électron libre durant tout l'arc. Je veux bien évidemment parler de l'oiseau colossal de Kin, Uki. On le voit au début de l'arc où il est présenté comme un antagoniste car il a de se dire tuer Shogun-kun. On apprend par la suite que c'est faux. Pendant tout l'arc, on se pose des questions sur lui et de quel côté il est. Mais on se rend vite compte que Uki n'est de aucun côté. Il fait juste ce qu'il a envie de faire et ce qui lui fait plaisir. On le voit bien à la fin de l'arc quand il tue Jiku. Il demanda ensuite à Sei quel genre de roi il était. Il lui répondit directement et calmement qu'il ambitionnait d'être le premier roi à unifier la Chine, puis réussit à trouver les bons mots pour convaincre Uki d'être de son côté. Sei finit par s'asseoir sur son trône, mais il n'est pas encore tiré d'affaire car la menace Ryofui plane encore sur lui. L'arc se finit sur Shin qui a sa maison. Bien que médiocre, il est heureux car il n'en avait jamais eu avant, et grâce à cela, il pourra s'engager dans l'armée. Son rêve pour devenir grand général peut enfin commencer. J'aimerais aussi parler des dessins, que je trouve très bons dès le début. Hara a un style bien à lui, qui repousse certains, mais personnellement j'aime énormément, même s'il est encore assez loin de son prime, qui arrivera selon moi vers l'arc de Bayou. Mais dès le début, il nous lâche quand même des pages masterclass. Tout ça pour vous dire que l'arc est excellent pour un premier arc et que c'est sans doute l'un de mes préférés all time. On voit très bien l'aspect politique dans cet arc, même s'il y a pas mal de combats, mais Hara mettra l'accent sur les guerres lors des arcs à venir. La prochaine fois, ce sera sur l'arc de la campagne de Keiyu, qui dure du scan 48 à 73. Je vais essayer de sortir un épisode de Kingdomology par semaine, sauf avant un grand arc où je mettrai sans doute 2 semaines avant de le sortir. En plus de ces vidéos, je vais essayer d'en sortir une tous les mercredis. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez la cloche si vous ne voulez pas manquer la suite. Sur ce, au revoir.